Julien vit entouré de fantômes, bien que sa petite maison de Cassis ne soit hantée que par le souvenir d'une seule personne, sa sœur Léa. Depuis 9 ans, son salon s'est transformé en quartier général d'une enquête privée qui ne dit pas son nom. Au mur, des cartes de randonnée des Calanques sont piquées d'épingles et reliées par des fils rouges, traçant des chemins possibles et des théories abandonnées. Des photos de Léa, souriante et baignée de la lumière provençale, le fixent depuis chaque étagère, témoin silencieux d'une vie interrompue. À 30 ans, Julien porte le poids de cette absence comme un vêtement trop lourd. Chaque matin, il refait le même rituel. Il allume son vieil ordinateur, parcourt les articles de presse jaunis par le temps et fixe le vide, espérant y trouver une réponse que la mer et la roche refusent de lui donner. 9 ans plus tôt, le monde de Léa était une explosion de couleurs et de sensations. À 25 ans, cet artiste passionné de photographie avait décidé de passer un mois à explorer la beauté sauvage des Calanques, armé de son appareil photo et de ses carnets de voyage. Les flashbacks qui hantent Julien, la montre pleine de vie, ses cheveux bruns dansant dans le vent salé, son rire se mêlant au chant des cigales. Elle était captivée par le contraste saisissant entre le calcaire d'un blanc aveuglant et le bleu profond de la Méditerranée. Sa dernière communication fut une photo envoyée à sa famille, un selfie radieux avec en arrière-plan la falaise plongeant dans les eaux turquoises de la Calanque d'Envaux. La légende disait simplement « Le paradis existe, je l'ai trouvé ». Une phrase qui, rétrospectivement, sonnait comme une ironie tragique et cruelle. Avant que les Calanques ne leur volent leur fille, la vie de la famille Dubois était rythmée par une douce banalité. Les déjeuners du dimanche dans leur pavillon de la banlieue d'Aix-en-Provence, les plaisanteries de leur père et l'inquiétude affectueuse de leur mère formaient un cocon de normalité rassurante. Julien, alors un jeune étudiant, admirait sa grande sœur, son esprit aventureux et sa soif de liberté. Son départ pour ce voyage en solo avait été célébré comme une étape importante, une source de fierté pour tous. Il suivait son périple à travers ses photos, partageant son émerveillement à distance. Cette normalité, cette certitude que ceux que l'on aime reviennent toujours, fut la première victime de sa disparition. Après cette dernière image lumineuse vint le silence. Un silence assourdissant, anormal, qui s'est étiré sur 1 heure, puis un jour, puis une éternité. Le silence s'est d'abord installé comme un invité indésirable au dîner du dimanche. L'appel habituel de Léa, prévu pour le début de soirée, n'est jamais venu. Au début, ce fut une simple contrariété, une pensée fugace que son téléphone n'avait plus de batterie ou qu'elle avait perdu la notion du temps, captivée par un coucher de soleil spectaculaire. Mais à mesure que les heures s'écoulaient, l'inquiétude a commencé à ronger les bords de leur tranquillité. Le père de Julien arpentait le salon, son regard alternant entre la pendule et la fenêtre donnant sur le jardin obscur. Sa mère, elle, restait assise, les mains jointes sur la table, fixant le téléphone comme si sa seule volonté pouvait le faire sonner. Pour Julien, un nœud glacial se formait dans son estomac, une prémonition sombre que ce silence n'était pas normal. C'est le père de Julien qui a décroché le téléphone le lendemain matin, mais pour appeler, pas pour recevoir un appel. Sa voix, d'abord assurée en contactant la gendarmerie de Cassis, s'est brisée en expliquant la situation. Chaque détail demandé par l'officier de permanence, le modèle de la voiture de location, l'itinéraire probable de Léa, sa dernière communication, était une lame qui s'enfonçait plus profondément dans leur cœur. La procédure officielle s'est mise en marche, une machinerie administrative froide et impersonnelle face à leur panique viscérale. Assis à côté de sa mère qui pleurait en silence, Julien se sentait impuissant, un spectateur de son propre drame qui se déroulait au bout d'un fil téléphonique. Le monde extérieur continuait de tourner, indifférent à la faille qui venait de s'ouvrir sous leurs pieds. La découverte de sa voiture de location, une petite Peugeot blanche garée au départ du sentier de la Calanque de Suguitonne, fut à la fois un soulagement et un coup de poignard. Elle était là, mais elle n'y était pas. La portière n'était pas verrouillée.
À l'intérieur, son sac à dos était posé sur le siège passager. Son appareil photo, son bien le plus précieux, était dans son étui, à côté d'une bouteille d'eau à moitié vide et d'un carnet de voyage ouvert sur une page blanche. Chaque objet était une preuve criante de son passage, mais aussi de son interruption brutale. L'absence de Léa était presque palpable dans cet habitacle confiné, une présence en creux qui rendait la scène encore plus angoissante. Ce n'était pas un vol ni une fugue. C'était autre chose, un mystère silencieux sous le soleil écrasant de la Provence. Les recherches officielles, la battue, ont commencé dans les heures qui ont suivi. Un balai impressionnant et anxiogène de gilets oranges, de chiens renifleurs et de gendarmes s'est déployé sur les sentiers escarpés. L'hélicoptère de la sécurité civile tournoyait dans le ciel, ses pales brassant un air lourd d'appréhension, son bruit se répercutant contre les falaises de calcaire. Pour la famille Dubois, tenue à l'écart au poste de commandement improvisé, chaque minute était une torture. Ils observaient cette armée d'inconnus ratisser un paysage qui, la veille encore, symbolisait la beauté et la liberté pour Léa, et qui maintenant se révélait être un labyrinthe hostile et indifférent. Les voix des secouristes, criant son nom, se perdaient dans l'immensité minérale, renvoyée par un écho vide et sans réponse. La nature même des Calanques est devenue l'antagoniste principal de leur espoir. Le calcaire aveuglant renvoyait une chaleur impitoyable. Les sentiers étroits et vertigineux offraient mille occasions de faire une chute mortelle, et la mer d'un bleu profond dissimulait d'innombrables criques et grottes sous-marines. Les chiens perdaient sa trace à quelques centaines de mètres de la voiture, là où la roche nue ne gardait aucune empreinte. La théorie d'une chute accidentelle a rapidement gagné du terrain parmi les enquêteurs. C'était l'explication la plus simple, la plus logique. Pour Julien et ses parents, c'était une conclusion insupportable, une façon trop nette de classer la complexité et la vitalité de Léa dans une banale rubrique de faits divers. Il refusait de croire qu'elle avait pu être vaincue si facilement par ce paysage qu'elle aimait tant. Après 3 jours de recherches intensives, les opérations ont été suspendues. Les mots du gendarme, empreints d'une compassion protocolaire, ont sonné le glas de leur espoir de la retrouver vivante. Nous avons fait tout notre possible, le terrain est immense et dangereux. Le dossier fut officiellement classé comme une disparition inquiétante avec la forte présomption d'un accident. Pour le monde, l'affaire Léa Dubois était terminée. Pour sa famille, le véritable enfer ne faisait que commencer. Le silence assourdissant qui avait débuté ce dimanche soir est devenu permanent, un vide infini qui a englouti leur vie. La question « Où est Léa ?» n'était plus une urgence à résoudre, mais une blessure ouverte, une torture quotidienne qui allait les consumer pendant les 9 années à venir. 9 années s'étaient écoulées. Un gouffre de 3285 jours creusé dans l'existence de la famille Dubois. Pour les parents de Léa, le temps avait agi comme un acide lent, rongeant leur vitalité et blanchissant leurs cheveux. Ils avaient dévieilli, non pas en années, mais en chagrin. Leur maison d'Aix-en-Provence, autrefois animée, était devenue un mausolée silencieux où chaque objet rappelait l'absente. Ils avaient rangé ces affaires, non pour oublier, mais pour survivre, pour ne pas être poignardés par un souvenir à chaque coin de couloir. Leur espoir s'était mué en une résignation lasse, une acceptation douloureuse du vide. Ils vivaient désormais avec ce qu'on appelle le deuil blanc, cette perte ambiguë qui ne permet ni de pleurer un mort, ni d'espérer un retour. Julien, lui, avait refusé cette résignation. Le jeune étudiant insouciant avait disparu, remplacé par un homme de 30 ans dont le regard portait la fatigue d'une sentinelle veillant sur une tombe vide. Sa vie s'était figée le jour où celle de sa sœur s'était interrompue. Il avait terminé ses études, trouvé un travail, mais tout cela n'était qu'une façade, un moyen de financer sa véritable vocation, chercher Léa. Il était devenu un expert malgré lui des Calanques, connaissant chaque sentier, chaque faille, chaque crique avec l'intimité d'un prisonnier, explorant les murs de sa cellule. Il n'aimait plus ce paysage,
Il le défiait, le scrutait, exigeant qu'il lui rende ce qu'il lui avait pris. Chaque période de vacances, chaque week-end prolongé était un pèlerinage immuable vers Cassis. Il ne partait plus en quête de repos, mais de réponse. Les habitants le reconnaissaient. Le loueur de kayak, le patron du petit bar du port, les randonneurs aguerris, il était devenu une figure familière et mélancolique, le frère de la disparue. Il arpentait les falaises, non plus avec la panique des premiers jours, mais avec une méthode obsessionnelle, une persévérance froide et méthodique. Il descendait en rappel dans des gouffres ignorés des cartes, plongeait en apnée dans des grottes sous-marines, animé par une flamme intérieure que 9 ans de déception n'avaient pas réussi à éteindre complètement, un mélange tenace de culpabilité, d'amour et de rage. Souvent assis au sommet d'une falaise, face à l'immensité bleue de la Méditerranée, il laissait les souvenirs l'envahir. Il revoyait Léa, quelques jours avant son départ, lui montrant son nouvel objectif photo. « Avec ça, je vais capturer l'âme de la lumière provençale », avait-elle dit, ses yeux brillants d'excitation. Julien fermait les siens, le vent salé lui piquant le visage, et un dialogue silencieux s'engageait avec elle. « Je suis désolé, Léa. J'aurais dû t'accompagner, j'aurais dû insister. » Cette culpabilité était le carburant de sa quête. Il se sentait responsable, non de sa disparition, mais de l'oubli qui menaçait de l'engloutir. La retrouver, ou du moins comprendre, était sa seule voie vers une possible rédemption. Chez ses parents, le silence autour de Léa était devenu une règle tacite. Parler d'elle était trop douloureux, mais ne pas en parler était une trahison. Il naviguait dans cet entre-deux, évoquant parfois une anecdote, un trait de caractère, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Un soir, sa mère avait sorti une boîte de photos, et ils avaient regardé en silence des clichés de leur enfance. Sur chaque image, le sourire éclatant de Léa semblait les narguer. « Il faut que tu arrêtes, Julien », avait murmuré son père, le regard fixé sur une photo de ses 2 enfants sur la plage. « Tu te détruis ?» Mais Julien ne pouvait pas. Arrêter, c'était la laisser mourir une seconde fois. Pour le monde extérieur, l'affaire était close depuis longtemps. La gendarmerie avait officiellement classé le dossier sans suite, 2 ans après la disparition. Une chute accidentelle, corps jamais retrouvé. Une simple ligne dans les statistiques, un drame parmi tant d'autres. Pour Julien, ce jargon administratif était une insulte, une façon de balayer la vie de sa sœur sous le tapis de la bureaucratie. Il conservait son propre dossier, une pile de documents, de cartes et de notes qui débordaient d'une caisse dans son salon. Il était le seul enquêteur, le seul à croire encore qu'un accident était une explication trop simple, trop commode. Il se sentait seul contre l'indifférence du monde, le gardien unique de la mémoire de Léa. Cette obsession avait un coût. La quête avait érodé ses relations, l'isolant dans sa propre douleur. Chaque nouvelle piste potentielle était une montée d'adrénaline, un espoir fou qui ravivait tout son être. Un bout de tissu, accroché à un buisson, un écho étrange dans une grotte, le témoignage tardif d'un touriste. Chaque fois, son cœur s'emballait, croyant toucher au but. Et chaque fois, la déception était plus brutale, le laissant un peu plus vide, un peu plus brisé. Ce cycle incessant d'espoir et de désespoir l'avait transformé en un homme méfiant et solitaire, incapable de se projeter dans un avenir où Léa ne serait qu'un souvenir apaisé. Son présent était une boucle infinie, rejouant sans cesse les derniers jours de sa sœur. Ainsi, au seuil de la 10e année, le statu quo semblait gravé dans le marbre. Les parents de Léa étaient des survivants, naviguant sur une mer de chagrin calme mais profonde. Julien, lui, était un fantôme parmi les vivants, hantant les calanques comme une âme en peine, enchaînée à une absence. L'espoir de la retrouver vivante s'était presque entièrement consumé, laissant place à un besoin plus sombre et plus primal, la vérité. Il ne cherchait plus une personne, mais une histoire, une fin, quelle qu'elle soit. Il ne savait pas encore que le silence de la mer, ce silence qui l'avait torturé pendant 9 longues années, était sur le point de se briser de la manière la plus inattendue et la plus terrifiante qui soit.
Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les eaux claires d'une crique isolée, loin des sentiers battus, là où seuls quelques pêcheurs et plongeurs locaux s'aventuraient. C'est là que Pascal, un biologiste marin amateur explorant les fonds, a remarqué une anomalie. Coincée profondément entre deux rochers recouverts d'algues sombres, une petite bouteille de verre, sombre, son goulot scellé par une cire noircie et son corps hérissé de concrétions marines captaient un rayon de lumière. Ce n'était pas un détritus moderne. L'objet avait l'aura d'une relique, d'un secret que la mer avait gardé pendant des années. Avec précaution, usant de son couteau de plongée pour la déloger, il la ramena à la surface, le cœur battant d'une curiosité mêlée d'un étrange pressentiment solennel. L'objet, posé sur le comptoir banal de la gendarmerie de Cassis, semblait incongru, un artefact d'un autre temps échoué dans le monde moderne. Le jeune gendarme de permanence l'examina avec un intérêt poli mais distant. Une curiosité, peut-être une farce d'étudiant ou un géocache oublié. Mais Pascal insista. L'âge apparent de l'objet, la cire artisanale qui scellait le bouchon, tout indiquait que ce n'était pas anodin. Devant la conviction du plongeur, le gendarme accepta de consigner la découverte, la plaçant dans un sac scellé en attendant de voir si un expert pouvait en dire plus. La bouteille, témoin silencieux d'une histoire inconnue, commença son lent voyage à travers les méandres de la procédure, un simple numéro de dossier dans un registre. La nouvelle ne parvint pas à Julien par un canal officiel, mais par la voix fatiguée d'Antoine, le gendarme à la retraite qui avait dirigé les premières recherches 9 ans plus tôt. Un de ses anciens collègues lui avait mentionné cette bouteille bizarre, et le souvenir de l'affaire Dubois avait immédiatement refait surface. La sonnerie du téléphone déchira le silence de l'appartement de Julien. « Je ne veux pas te donner de faux espoirs, » commença prudemment Antoine, « mais on a trouvé quelque chose dans une calanque, une bouteille scellée. Ça ne ressemble à rien de connu. » Pour Julien, ces mots furent un choc électrique, un mélange vertigineux d'espoir sauvage et de terreur glaciale, la peur viscérale d'une nouvelle déception, la plus cruelle de toutes. La route vers Cassis était un ruban de bitume qu'il connaissait par cœur, chaque virage associé à un souvenir de recherche, à une piste déçue. Mais ce trajet-là était différent. Ses mains étaient crispées sur le volant, sa respiration courte et saccadée. Le paysage familier de la Provence défilait sans qu'il le voie, son esprit entièrement absorbé par une seule image. Une bouteille sortie de la mer. 9 ans de silence, 9 ans à scruter l'horizon, à interroger la roche et l'eau. Et la réponse, peut-être, avait toujours été là, à quelques mètres sous la surface, attendant qu'une main la trouve. L'espoir était une douleur physique, une pression dans sa poitrine si intense qu'il craignait qu'elle ne le brise avant même d'arriver. Il entra dans la gendarmerie comme un homme marchant vers son destin. Antoine l'attendait, sur un bureau métallique, dans un sachet plastique transparent, la bouteille reposait. Elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé. La lumière crue des néons révélait chaque détail. Les coquillages minuscules incrustés dans le verre, la cire craquelée, la couleur sombre du liquide qui avait pu s'infiltrer à l'intérieur. Ce n'était pas un simple objet, mais une relique, un fragment de temps solidifié, un sarcophage portant en lui 9 hivers et 9 étés passés sous la mer. Julien sentit ses jambes flageoler. Après des années à pourchasser des fantômes et des échos, il avait devant lui une chose tangible, une chose qui venait d'elle. Il en était certain. Le gendarme en charge lui expliqua la suite. La bouteille serait envoyée à un laboratoire de la police scientifique à Marseille pour être ouverte dans des conditions contrôlées. Il fallait préserver ce qu'elle contenait, analyser le papier, l'encre d'éventuelles empreintes. Julien écoutait à peine, hypnotisé. Il demanda s'il pouvait la toucher. L'officier acquiesça. À travers le plastique, ses doigts effleurèrent le verre froid et rugueux. C'était comme toucher une pierre tombale et sentir une pulsation à l'intérieur. Le monde extérieur s'était dissous. Il n'y avait plus que lui, cette bouteille, et la promesse terrifiante qu'elle renfermait. Le silence de 9 ans, ce monstre qui avait dévoré sa vie,
était contenu dans ce minuscule objet, et il était sur le point de parler. L'attente fut une torture. Chaque heure qui s'écoulait semblait étirer le temps jusqu'à son point de rupture. Julien passait ses journées à arpenter son appartement, le téléphone posé sur la table, vibrant à chaque notification comme une fausse promesse. Le laboratoire de la police scientifique de Marseille travaillait avec une lenteur méticuleuse qui était à la fois rassurante et exaspérante. Il imaginait des techniciens en blouse blanche manipulant la bouteille avec une précision chirurgicale, ignorant l'urgence vitale que cette relique représentait pour lui. L'espoir et la peur menaient une guerre d'usure dans son esprit. L'espoir que la bouteille contienne une vérité, n'importe laquelle, pour mettre fin au supplice du doute. La peur que cette vérité soit plus monstrueuse que tout ce qu'il avait pu imaginer pendant 9 ans. Le jour de l'ouverture, Julien fut convoqué, accompagné d'Antoine. Dans une salle stérile, sous une lumière crue, un expert a délicatement brisé le seau de cire. Le bouchon de liège, gorgé d'eau de mer, a été extrait avec une pince. L'air de la pièce s'est empli d'une odeur saumâtre, l'odeur de 9 années passées sous la mer. L'expert a ensuite fait glisser le contenu sur un plateau stérile. Un rouleau de papier jauni et fragile, maculé d'humidité, et à côté, un minuscule objet métallique terni par le sel. C'était un pendentif en argent, en forme de cigale. Julien retint son souffle. C'était celui qu'il avait offert à Léa pour son 20e anniversaire. La preuve était là, irréfutable et déchirante. C'était bien elle. Le papier fut placé sous une lampe spéciale pour en sécher délicatement les fibres. Chaque minute d'attente était un siècle. Enfin, le technicien déroula la note avec une infinie précaution. L'écriture de Léa était là, mais déformée par l'urgence et la panique, les mots à moitié effacés par l'eau. Julien se pencha, le cœur battant à tout rompre, pour déchiffrer les fragments de phrases. « Le ciel est immense », lisait-il à voix basse. Il a dit qu'il connaissait le chemin, mais les vagues mentent, les rochers nous cachent. C'était un poème macabre, un message énigmatique qui ne donnait aucune réponse claire. La frustration le submergea. Après 9 ans, tout ce qu'il avait, c'était une énigme de plus, une poignée de mots désespérés flottant dans le néant. De retour chez lui avec une copie haute résolution de la note, Julien et Antoine passèrent la nuit à analyser chaque mot, chaque lettre, à demi formée. Ils reconstituèrent les phrases, cherchant un sens caché. C'est Antoine qui, le premier, pointa du doigt une ligne presque illisible au bas de la page. « Méfie-toi de l'homme au bateau ». Ces quelques mots firent l'effet d'un coup de tonnerre. La théorie de l'accident, ce pilier fragile sur lequel reposait le dossier officiel, venait de s'effondrer. Léa n'était pas seule, elle n'était pas tombée, elle avait été piégée. La quête de Julien changea de nature. La tristesse se mua en une rage froide et déterminée. Il ne cherchait plus une disparue, il cherchait un meurtrier. Annoncer la nouvelle à ses parents fut l'épreuve la plus difficile de sa vie. Il les trouva dans le silence feutré de leur pavillon, vieillis par un deuil qui n'avait jamais pu se conclure. Il leur montra d'abord la photo du pendentif. Sa mère porta la main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes qu'il n'avait plus vues depuis des années. Puis il lut les mots de Léa. Le choc fut brutal. La confirmation de sa mort était une chose, mais l'idée qu'elle ait été victime d'un acte malveillant était une horreur d'une toute autre dimension. Son père, homme qui s'était muré dans une résignation stoïque, se leva et tourna le dos, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. La fragile paix de leur foyer venait d'être pulvérisée par la vérité. Fort de ces nouveaux éléments, Julien retourna à la gendarmerie, exigeant la réouverture officielle de l'enquête. Il se heurta à un mur de scepticisme et de procédures administratives. Le dossier était classé sans suite depuis 7 ans. Le gendarme qui le reçut, un homme jeune qui ne connaissait l'affaire que de nom, considéra la note comme une preuve circonstancielle, trop vague et trop ancienne. L'homme au bateau? Dans une région comme la nôtre, ça pourrait être n'importe qui, lui dit-il, avec une compassion lasse.
Julien comprit qu'il serait seul. L'institution qui aurait dû chercher la justice pour sa sœur l'abandonnait une seconde fois. Il devrait se battre contre l'inertie du système en plus de pourchasser un fantôme. Avec Antoine à ses côtés, Julien commença sa propre contre-enquête. Ils exhumèrent que les archives personnelles d'Antoine, les vieux rapports, les listes de témoins et de bénévoles qui avaient participé aux recherches 9 ans plus tôt. Ils passèrent des jours à éplucher les noms, à recouper les informations. Qui possédait un bateau à l'époque? Qui était présent sur les lieux? Ils retournèrent au port de Cassis, montrant la photo de Léa à des visages burinés par le soleil et le sel. Les souvenirs étaient flous, les réponses évasives. Chaque porte qui se fermait, chaque « je ne me souviens pas » était une nouvelle couche de frustration. Le temps était leur pire ennemi, effaçant les traces et émoussant les mémoires. Un soir, épuisé, Julien étala sur la table de son salon les photos des opérations de recherche de 2013. Des dizaines de visages anonymes, des gendarmes, des pompiers, des volontaires. Son regard balayait les clichés sans rien chercher de précis, quand soudain il s'arrêta sur une image. Un groupe de bénévoles posant près du poste de commandement. À l'arrière-plan, un homme se tenait à l'écart, appuyé contre un petit bateau de pêche amarré. Son visage lui semblait vaguement familier. Antoine se pencha. Lui, je me souviens de lui. Il était très serviable. Il a proposé son bateau dès le premier jour. Un frisson glacial parcourut l'échine de Julien. L'assassin de sa sœur s'était peut-être caché là, depuis le début, à la vue de tous. La photo, agrandie sur l'écran de l'ordinateur, était granuleuse, mais sans équivoque. Antoine reconnut l'homme immédiatement. Étienne Girard, un pêcheur local dont le zèle lors des recherches avait été salué à l'époque. Un homme discret, presque invisible, qui avait navigué dans les eaux troubles de leur chagrin sans jamais éveiller le moindre soupçon. La décision fut prise dans un silence lourd. Il n'irait pas à la gendarmerie, pas encore. C'était une affaire personnelle. Le soir même, ils se rendirent à sa cabane isolée, une masure battue par les vents au bord d'une falaise. La lumière du crépuscule jetait des ombres déformées sur les murs décrépits. Julien sentait le pendentif de la cigale, froid et métallique, dans sa poche. C'était un talisman, une ancre dans la tempête, qui s'apprêtait à déferler. Étienne les accueillit avec une surprise méfiante, ses yeux pâles plissés par le sel et les secrets. Il réparait un filet, ses mains noueuses se déplaçant avec une lenteur mécanique. Julien ne perdit pas de temps. Il posa la photo de Léa sur la table en bois usé. Étienne secoua la tête, un déni las et préparé. Mais lorsque Julien sortit le pendentif et laissa tomber les mots de Léa comme des pierres dans un puits, « Méfie-toi de l'homme au bateau », le masque se fissura. Le pêcheur ne cria pas. Il s'affaissa, comme si les 9 années de mensonges venaient de briser sa colonne vertébrale. Dans un murmure rauque, la vérité se déversa. La rencontre, la promesse d'une crique secrète, son obsession, le rejet de Léa, la panique. Il l'avait abandonnée dans une grotte marine, la marée montante comme complice silencieuse. La confession d'Étienne ne provoqua pas l'explosion de violence que Julien avait anticipée. À la place, un vide glacial s'installa. La rage qu'il avait consumée pendant près d'une décennie s'éteignit, laissant place à une immense et écrasante pitié. Non pour le meurtrier, mais pour sa sœur, pour la terreur de ses derniers instants. Il voyait devant lui un homme pitoyable, détruit par sa propre lâcheté. Tandis qu'Antoine passait l'appel, sa voix calme et professionnelle tranchant avec l'horreur de la situation, Julien sortit de la cabane. Il fit face à la mer. Elle n'était plus un adversaire ni un mystère. Elle était un tombeau. La vérité, enfin possédée, n'apportait aucune paix, aucune victoire. Elle n'était qu'une fin, la fin de la quête et le début impossible du deuil. Le procès d'Étienne Girard fut bref, une formalité judiciaire face à des aveux complets. Les médias s'emparèrent de l'histoire, la transformant en un fait divers sensationnel, le mystère de la bouteille des Calanques.
Pour le monde, c'était une énigme résolue, une histoire fascinante avec un début, un suspense et une fin. Pour Julien, ce cirque médiatique était une profanation, une réduction de la vie de sa sœur à un titre accrocheur. Il n'assista qu'à la première audience, incapable de supporter la vue de cet homme brisé qui avait volé tant de vies en prenant une seule. La justice des hommes lui parut dérisoire. La véritable sentence, il le comprenait maintenant, n'était pas la prison pour Étienne, mais le vide éternel laissé dans le cœur de sa propre famille. La vérité n'avait pas apporté la paix, seulement la confirmation d'une douleur absolue. Quelques mois plus tard, au début du printemps, Julien est retourné une dernière fois à Cassis. Il n'a emporté ni carte, ni corde, ni lampe torche. Pour la première fois en une décennie, il est venu les mains vides, le cœur lourd mais libéré du fardeau de la quête. Il a marché le long du sentier de la Calanque d'Envaux, jusqu'au point exact où Léa avait pris sa dernière photo. Le calcaire était toujours aussi blanc, la mer d'un bleu aussi profond. Le paysage n'avait pas changé. C'est son regard qui était différent. Il ne voyait plus un suspect ou une scène de crime, mais la beauté tragique qui avait captivé sa sœur. Il a sorti de sa poche, non pas une photo d'elle, mais un simple galet poli par les vagues, et l'a lancé dans l'eau. Un adieu silencieux, non à Léa, mais à l'obsession qui l'avait enchaînée à elle. La vie ne reprit pas son cours comme avant. Elle en commença un nouveau, différent, sur les fondations d'une ruine. Le silence dans la maison de ses parents n'était plus le même. Ce n'était plus le silence tendu de l'attente, mais le silence apaisé du souvenir. Il parlait de Léa ouvertement maintenant, évoquant son rire, ses rêves, sa passion, la libérant enfin du mystère qu'il avait défini pendant 9 ans. Julien, lui, a commencé à reconstruire sa propre existence. Il a démonté le mur d'enquête dans son salon, rangeant les cartes et les fils rouges. La photo de sa sœur est restée, mais son sourire ne semblait plus être un reproche ou un appel à l'aide. C'était simplement le souvenir d'un amour immense, une cicatrice qui prouvait non pas la perte, mais le fait qu'il avait un jour existé.